Enfin, Robert Baubert, on est là. Mm. On attend ce moment depuis le mois de novembre. Sophie vient de le rappeler. Et finalement, en m'inspirant du titre de l'une des émissions que vous avez réalisées et créées avec Pierre Dumayet, Lire et relire, je me disais que l'avantage de cette longue attente était de lire et de relire. Et je ne peux pas me vanter de connaître davantage, mais j'ai expérimenté, effectivement, et ce n'est pas la première fois, mais là, d'une manière encore plus aiguë, combien la relecture nous fait découvrir à chaque fois de nouvelles choses, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Alors, pour commencer, nous nous sommes parlé il y a quelques semaines, et l'une des premières choses que vous m'ayez dites, c'est, vous m'avez dit, dimanche dernier, je suis allée me promener à la butte aux Cailles, donc dans la rue, dans le quartier et la rue où vous avez vécu, enfant, avec un ami qui est présent dans la salle, et vous étiez ravis parce que vous aviez découvert une nouvelle librairie qui s'appelle Le Désordre, et vous disiez, c'est merveilleux. Alors, c'est le désordre, vous l'avez pris comme un signe, quelque chose qui guide un peu votre manière d'être écrivain? Je ne sais jamais s'il faut croire aux signes ou pas. Dumayet disait il n'y a pas de hasard, mais il faut savoir le provoquer. Et il y a des circonstances où finalement les rencontres ne sont pas le fait du hasard, mais c'est parce que deux personnes différentes pensent la même chose, se retrouvent à un moment donné, effectivement, en face d'un lieu ou en face d'un événement et pensent la même chose. Voilà. Et comme je cite une phrase d'Aragon au début du livre, ce livre ne ressemble à rien qu'à son propre désordre, et d'apprendre qu'en ignorant ça, une librairie à la butte aux Cailles qui s'est ouverte au 31 alors que moi j'habitais au 30 s'appelle la librairie du désordre, et qu'en plus le père de cette libraire faisait le même métier que mon père, travaillant dans la chaussure. Voilà. Ah ben, je me dis, Ça fait pas mal de coïncidences. Voilà. Alors derrière vous tournez le dos, mais on peut voir la photo de la déventure du magasin de votre père, fabrication de tiges, travail soigné, et puis on voit vos parents, votre sœur et vous. Voilà. C'est bien ça? Oui. C'est une photo de quelle année? Je me souviens plus. 1937. Et donc j'avais 6 ans là. Donc 137 ou 38, je ne sais pas exactement. Et voilà, cette boutique existe encore, mais elle ne ressemble plus à ça. Et c'est une boutique où, voilà, chaussures sur mesure que faisait mon père, et ma mère, d'autre côté, corset, soutien-gorge, prix modéré. Et puis, mais c'est l'endroit où on mangeait également, où je faisais mes devoirs. Et je trouvais ça très très bien. Aujourd'hui, on dirait ces gens-là sont pauvres, et on n'était pas pauvres. Et si on l'était, on ne le savait pas. Voilà, parce que tout le monde vivait comme ça. Alors, Robert Baubert, par instant, la vie n'est pas sûre, emprunte des chemins de traverse, émaillés de rencontres, de récits, de réflexions, d'images, et selon un montage qui a sa propre logique. Comme dans vos livres, dans tous vos livres et dans vos films, il s'agit de donner la parole aux autres, que ce soit des vivants ou des disparus, et de rendre vivant le souvenir de ceux qui ne sont plus là, et tout en laissant
entendre votre voix à la fois extrêmement discrète, mais très présente dans l'intensité. Et puis, je dirais, c'est comme un peu comme si vous étiez dans les livres et dans les films, un peu au bord du cadre. Pas en pleine lumière, mais au bord du cadre, mais vous êtes bien là. Oui, je suis présent. Alors des fois, on me reproche d'être présent soit à l'image, soit dans le livre. Et on me dit, tu parles de toi. Et je ne parle pas de moi, je pars de moi, ce qui n'est pas du tout pareil. Je pars de moi pour les rencontres, soit avec un livre, soit avec un film, soit avec des gens. Et c'est cette rencontre qui me nourrit, qui me constitue. J'espère que la réciprocité est vraie, que moi aussi j'apporte quelque chose à l'autre. Voilà, je crois beaucoup aux rencontres. Il y a presque au début du livre, je cite Bachelard, il dirait ce qu'il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu. Voilà, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, Bachelard, sans le savoir, il a écrit ça pour moi. et des rencontres, il en sera question dans notre conversation. Alors, toujours pour ne pas perdre de vue le désordre des souvenirs, le désordre aussi de la mémoire qui fonctionne par ricochet. Qui fonctionne, oui, comme un jeu de billard, par rapprochement, par comparaison, par heure. Oui, enfin, moi, depuis toujours, je dis que la mémoire n'est pas chronologique. Quand je lis par exemple, il y avait une série à la télévision qui a été beaucoup vue, qui s'appelait Un siècle d'écrivains. Et je ne comprenais pas pourquoi presque tous les films de cette série, ça commençait par la maison où l'auteur était né et ça se terminait au cimetière. Alors la fin est tout à fait logique, mais avec Desmaillet, on avait envie de parler d'autre chose. Et je me souviens, en 2005, je crois, avec le Mémorial Elina, avait fait une série d'entretiens avec des personnes qui avaient été déportées ou des enfants déportés, etc. Et ceux qui posaient les questions, les gens racontaient comme les souvenirs leur venaient, et les intervieweurs disaient « Ouais, mais attendez, vous avez oublié quelque chose », et ils voulaient remettre les choses dans l'ordre. Or, les souvenirs n'arrivent jamais dans l'ordre. Moi, quand j'écrivais sur un souvenir, en écrivant, un autre souvenir me revenait grâce à l'écriture du premier et qui s'avérait des fois plus important que le premier. Et tout le livre fonctionne comme ça. Alors, je suis presque sûre de pouvoir vous promettre que ce sera une conversation un peu désordonnée. Ça m'arrange. Mais à propos des souvenirs, vous dites aussi que vous les laissez mijoter. Oui. C'est un mot que j'aime bien, mijoter. Parce que, c'est un mot qui vient de la cuisine. Mais on sait que les plats mijotés sont meilleurs que les plats qui ne le sont pas. Et voilà, je savais que je mettrais un certain temps à écrire tout ça et que les choses mijoteraient de temps en temps. J'ai mijoté cette lettre à Pierre Dumayet. Oui, parce qu'on va y venir. Mais avant de parler de la forme, de la construction du livre, de ce livre-là, j'aimerais qu'on s'arrête sur
les 3 langues que vous avez entendues parler, pratiquer dans votre enfance, puisque je rappelle que vous êtes arrivé à Paris, d'abord à Belleville, ensuite à le Butokai avec vos parents. Vous aviez 3 ans? Non, non, j'avais 18 mois. 18 mois. Et donc, il y avait ces 3 langues. C'est-à-dire qu'il y a eu, pas à 18 mois. Alors, mon père me parlait en yiddish, parce qu'il a quitté la Pologne pour l'Allemagne lorsqu'il a 20 ans, et que à Radom, où il est né, il y avait au moins la moitié des gens qui étaient là parlaient le yiddish, l'école c'était en yiddish, etc. Ma mère est partie beaucoup plus tôt, a quitté beaucoup plus tôt la Pologne. C'était la Galicie, et à Przemyśl, à côté de Lemberg, où on parlait l'allemand. Et mon grand-père maternel a emmené plusieurs membres de la famille en Allemagne. Ma mère avait 6 ans. Donc elle a été à l'école en Allemagne. Et ma mère me parlait en allemand. Et puis tout de suite, on m'a mis à l'école maternelle où on me parlait en français. Le français l'a emporté sur les autres langues. Et puis, à cause des amis, etc., le yiddish est devenu plus important que l'allemand, que ce sont 2 langues dans lesquelles je me débrouille, plus ou moins. Voilà. Oui, mais on en a un exemple dans votre film Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise, film de 75, où vous partez à la recherche sur les traces en Pologne, dans cette petite ville, les traces de votre famille. Et là, vous rencontrez Madame Kammer, avec qui vous allez parler un yiddish. Oui. Et puis le yiddish revient... Enfin, il était déjà là et vous êtes fiers du fait que pour la première fois, à la télévision française, en 67, on a pu entendre la langue yiddish dans un documentaire que vous aviez réalisé et consacré à Sholem Aleichem. Oui, oui. Ben, c'était... pour moi, il fallait que je commence par ça. Mon premier documentaire, je voulais qu'il y ait toutes ces traces qui étaient en moi. Je voulais dire ça, puis je me suis dit après, je ferai d'autres choses. Parce que je ne savais pas, c'est que ça reviendrait, ça se renouvellerait constamment. Et puis, je me suis dit, cette langue, on ne sait pas. À l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était que le yiddish. Et donc, j'explique ce que c'est que le yiddish. Et puis, j'ai monté un extrait. Enfin, il y avait encore un théâtre juif qui parlait en yiddish à l'époque. Et on a entendu pour la première fois à la télévision française le yiddish parlé pendant 10 minutes. Voilà. Donc, je trouve que le film a des défauts, mais je ne regrette pas de l'avoir fait pour ces 10 minutes-là. Et puis, ce qui m'a frappé quand nous nous sommes parlé, toujours à propos de yiddish, vous avez dit que vous le parlez, vous le comprenez, mais vous ne le lisez pas. Non. Et vous ne l'écrivez pas. Non. Mais avec l'un de vos petits-fils, qui lui sait lire et écrire, vous arrivez à 2 oui. à une connaissance complète. En fait, j'ai commencé par mes enfants, pour faire sa bar mitzvah, il faut apprendre à lire l'hébreu. Donc, ils connaissaient les caractères hébraïques, et que je leur donnais un texte à lire en yiddish. Ils le lisaient à voix haute. Alors, eux savaient le lire sans le comprendre. Moi, je le comprenais sans savoir le lire. Et j'ai recommencé il y a 2 mois avec mon petit-fils qui a passé sa bar mitzvah, qui lit l'hébreu couramment. Et je lui donne un texte en yiddish. Et puis, voilà, on s'arrange comme ça. Ce qui m'avait frappé quand vous m'avez raconté ce travail à 2, c'est que précisément, comme souvent dans votre vie, c'est une collaboration, c'est un travail à 2. À 2, on y arrive mieux. À 2, on arrive mieux. Alors,
là, on voit encore, et pardon, hein, parce que comme tout intervieweur, j'ai commencé par la maison, pas de votre naissance, mais de votre enfance. C'est pas le lieu de naissance. Mais je vous promets que je ne terminerai pas sur un cimetière. Donc cette photo 37, et puis on a une autre photo 1994. Voilà, c'est voilà, la jolie déventure, voilà, cette belle écriture. Mais depuis, ça a encore changé, c'est très décoré maintenant. Mais voilà, je voulais faire un film à la Butokai. J'ai fait un film sur une rue qui a disparu, la rue Villain, qui est la rue où Georges Perec a vécu les 6 premières années de son enfance. Rue qui a disparu, donc c'était sur l'idée de disparition. Et je voulais faire, quelque temps après, un film sur la transformation. Comment... Bon, ce film, comme beaucoup d'autres, a été refusé par la télévision. Et donc, j'ai toujours les documents. J'ai fait cette photo voilà, pour montrer comment un lieu se transformait, comment un quartier se bouge. Alors, Robert Baubert, vous avez souvent rappelé ce qui s'est passé le 16 juillet 1942, le premier jour de la rafle du Veldiv, et comment vos parents, vous, votre sœur, vous avez réussi à échapper à cette rafle. Oui, c'est-à-dire que j'ai un petit frère qui est né le 10 juillet 1942, donc 6 jours avant la rafle du Veldiv. Donc ma mère était en clinique avec le bébé, et le commissaire de police, mon père a vu chaussures sur mesure, donc mon père faisait des chaussures sur mesure au commissaire de police du quartier, qui nous a prévenu la veille au soir, disant il va y avoir une rafle demain matin, cachez-vous. Voilà. Et il y avait une blanchisserie en bas qui avait une pièce qui nous l'avait cédée comme ça pour que mon père entrepose le cuir, et on a été cachés dans cette pièce, et la police a mis des scellés, et après, bon, moi j'étais avec ma sœur, on a été en pension, mon père et ma mère et le petit se sont cachés, ont réussi à se cacher ailleurs, et voilà. Alors, vous étiez en pension, et là, j'aimerais évoquer les différents métiers, parce que parmi ces métiers, il y aura celui de moniteur, d'éducateur, justement dans ces ou colonies de vacances ou institutions pour enfants ou orphelins ou qui avaient besoin de... Je rectifie une petite chose. Je n'ai pas considéré ça comme un métier. Simplement, quand il y a eu de vacances, il y avait beaucoup d'enfants dont les parents avaient été déportés. Et à la fin de la colonie, ceux qui avaient leurs parents, ceux qui étaient encore rentrés chez eux, et les enfants qui n'avaient pas leurs parents restaient dans les maisons d'enfants. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et j'ai eu ce qu'on appelle maintenant un peu rapidement la culpabilité des survivants. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être moniteur après. Et en colonie de vacances, donc plusieurs années de suite, et il y a donc ces enfants avec qui j'étais. Alors, professionnellement, j'ai été rééducateur de malades mentaux, qui n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qui étaient en colonie de vacances. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, parce que j'ai été potier, je leur apprenais à faire la poterie. Oui, merci de cette précision et de cette distinction que vous faites entre un métier et la manière dont vous êtes occupé de ces enfants. Mais alors, donc, c'est peut-être dans le désordre, plus ou moins. Il y a tailleur, potier, vous venez de le dire, vous avez travaillé avec des patients d'un institut psychiatrique, d'une institution psychiatrique, réalisateur, écrivain, évidemment, on en reparlera. Et alors, vous dites, j'ai appris tous les métiers en les faisant, et là, quand je suis venue vous voir, vous m'avez montré quelque chose qui m'a absolument enthousiasmée,
c'est votre cahier de cours, dont on voit ici une page, cours de coupe, école, j'arrive pas à lire, méthode du professeur J.P. Buisson et Robert Baubert. Donc c'est votre cahier et vous êtes allé à cette école de coupe et vous allez être sorti avec une mention très bien, premier de l'école de coupe. Oui, oui. Parce que je crois beaucoup, enfin bon, comme je suis un ancien travailleur manuel, je crois beaucoup à l'apprentissage avec quelqu'un qui connaît le métier. C'est préférable, hein. Peut-être qu'on l'oublie un peu. Mon patron m'a dit, apprends à savoir comment on monte un vêtement et après tu apprendras la coupe. Effectivement, quand on apprend la coupe, mais qu'on ne sait pas comment les pièces vont s'assembler, on devient un mauvais coupeur. Et voilà, donc ce métier, je l'ai appris. Et si j'étais jusqu'au bout de ce métier, c'est parce qu'à l'époque, je croyais rester tailleur toute ma vie. Et tant qu'à faire, autant bien le savoir et bien le faire. Voilà, donc, et n'ayant pas fait d'études, tout ce que j'ai suivi, il a fallu que j'apprenne sur le tas, comme on dit, avec des gens qui savaient, des gens qui avaient le savoir-faire. Alors, précisément, si ce cahier m'a tellement plu, ce n'est pas seulement pour cette première page qui est très jolie, mais c'est parce qu'à l'intérieur, on voit effectivement, avec des dessins extrêmement précis, sophistiqués et complexes, comment couper, envisager de couper un pantalon. Mais donc, cette expérience, ce travail vous le faites dans un quartier de Paris qui est le quartier Maubert, rue Maître Albert. C'est vous, je crois que dites, c'est le marché d'occasion, marché de l'occasion humaine. Oui, ça c'est Robert Giraud, c'est l'expression de Robert Giraud, qui était un des personnages qui connaissait le mieux ce monde des clochards, à l'époque des clochards, et le mot clochard n'était pas du tout péjoratif comme il est aujourd'hui. Et parce que dans ce même quartier, un peu plus tard, quand vous deviendrez réalisateur, vous allez tourner un documentaire très très beau qui s'appelle La cloche et les clochardes. Mais là, je ferme la parenthèse parce que je voudrais revenir à l'atelier, puisque votre premier roman, 1993, édité par Paul Tchaikovsky-Laurence, donc chez POL, Quoi de neuf sur la guerre, qui a reçu le prix Inter, donc c'était un coup de maître d'emblée. Et l'atelier est vraiment le centre de ce livre. L'atelier est un microcosme de l'univers juif d'après-guerre. Oui, parce que là, j'avais absolument rien à inventer. Mais comme c'est un roman, il y a des choses qui ne sont pas toujours vraies, mais qui, je crois, sont toujours justes. Et beaucoup de tailleurs se sont retrouvés dans ce livre, comme ils se sont retrouvés dans l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Oui. Donc c'était... et il y a même un jour quelqu'un, un débat comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit « Je ne savais pas que vous aviez travaillé chez mon père ». Et je n'avais jamais travaillé chez son père, mais comme il reconnaissait l'atelier, les machines à coudre, les finisseuses, le presseur, les patrons qui étaient accrochés au mur, le fer à repasser. Voilà. Les ateliers, à l'époque, c'était la pièce principale de l'appartement. Maintenant, on va travailler ailleurs. Mais voilà, c'était important. Donc, les gosses couraient au milieu des machines, des mannequins, etc. Et c'est ce que vous montrez magnifiquement dans ce livre, c'est précisément cette atmosphère qui est à la fois comme une famille, mais avec quand même beaucoup de respect pour les maîtres des lieux, et puis les moments de conversation, de silence, les moments même d'échanges vifs parfois, ou de querelles. Et donc,
il est vrai que quand j'ai lu ce livre, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu le livre, évidemment, de Jean-Claude Grunberg, la pièce, pardon, et que Samy Frey a été tailleur, que Charles Denner a été tailleur. Et je vous ai posé la question, vous m'avez dit, mais c'est compréhensible, c'est un métier d'exilé, c'est un métier que les exilés peuvent pratiquer aisément. Oui, parce que pardon, la plupart des tailleurs, enfin beaucoup de tailleurs comme ça en appartement, étaient soit juifs, soit arméniens. Et voilà, il suffit d'avoir une machine à coudre, et puis à la table sur laquelle on mange, ben, c'est là où on peut couper, on peut repasser, et puis on fait ses devoirs sur un coin de table. Voilà, ça pouvait se faire en appartement, il suffisait d'avoir une machine à coudre. Et parce que aussi déjà en Pologne, parce que les Juifs n'allaient pas travailler là où ils étaient en minorité. Donc pour être plus tranquille, entre guillemets, il valait mieux travailler chez soi que chez les autres. Alors, encore un instant sur... enfin, on reste encore un instant dans l'atelier, parce que très souvent, dans les interviews, on vous a posé la question, ou plutôt on vous a dit de manière un peu presque comme si ça allait de soi, mais enfin, entre une table de coupe et une table de montage, ben voilà, il n'y a pas de grande différence. Bon, aujourd'hui, évidemment, on ne travaille plus le montage avec les ciseaux, etc. Mais est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, cette comparaison? Parce que moi, je me disais, si Robert Baubert montait les vêtements comme il monte ses livres ou ses films, on se retrouverait avec les manches à la place des jambes du pantalon. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une pertinence dans... Oui, vous avez raison. Oui, il faut qu'un vêtement tombe bien. C'est pas une expression courante pour le cinéma et pour un livre. Un livre qui tombe bien, il vaut mieux le ramasser pour pouvoir le lire. Donc, c'est pas. Mais je peux vous faire une petite parenthèse à propos du métier de tailleur. C'est que, alors, à ma grande surprise, comme quoi on n'a pas fini d'être surpris, quand des gens comme vous, quand je leur montre ce cahier de coupe, il y a des cris d'admiration qui sont bien au-dessus que ceux qu'on peut avoir pour mes livres quand j'écris. Et alors, je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou pas. Non, mais je pense que c'est parce que... alors, je vous console en disant, il n'y a pas beaucoup de tailleurs qui sont devenus écrivains, donc ça doit être pour ça. Il y a évidemment, il y a André Schwarzbart, avec qui vous avez travaillé. Schwarzbart aussi, bien sûr, oui, ouais. Qui lui a pris le prix Goncourt. Oui, mais bon, non, enfin, ce serait trop long et on a tellement de choses à se dire. Mais je pense que l'étonnement, je pense être la seule, mais bon, j'accepte que les autres aient été aussi étonnés que moi. Je pense que l'étonnement vient du fait justement de savoir qu'un écrivain, un réalisateur, un cinéaste soit capable de faire aussi ça. Oui. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il y a une question qui m'a taraudée depuis le mois de novembre, quand on aurait dû se rencontrer. Est-ce que vous êtes encore capable de couper, de coudre ? Est-ce que vous pourriez demain, avec un tissu et sans patron je préfère dire je crois que je suis sûr, mais je crois quand même. Ouais. Ouais. Bon. Peut-être qu'il va y avoir des demandes. Alors, c'est le fait d'avoir été moniteur qui vous conduit finalement au monde du cinéma, puisque en 1958, François Truffaut met une petite annonce dans je ne sais plus quel journal. Dans François, tout dans François, et il cherche des moniteurs puisqu'il s'apprête à tourner les 400 coups. Avec beaucoup d'enfants, comme vous le savez, et qu'il faut quand même quelqu'un pour s'en occuper. Enfin, lui, il ne savait pas qu'il fallait quelqu'un.
On lui a dit? Non, c'est moi qui lui ai dit. Voilà, en fait, la petite annonce demandait des enfants de 13 ans. Voilà. Et puis, bon, j'avais envie de faire du cinéma, à force de voir des films, mais sans avoir l'ambition de réaliser, parce que ça met du temps à se dire qu'on peut aussi faire des films. Mais voilà. Et j'avais écrit à Truffaut en lui disant voilà, je vais s'occuper d'enfants, etc. Peut-être que vous aurez besoin. Voilà, donc, je n'ai pas reçu de réponse écrite. J'avais tellement envie donc j'étais le voir dans la maison de production. Et on a parlé et il m'a dit écoutez, oui, je comprends, mais je ne pense pas avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe des enfants parce que il y a des assistants, il y a un régisseur, on va s'arranger. Et en fait, quand le film a commencé, je sais pas, 3 semaines, un mois après, il m'a téléphoné, il dit venez absolument demain matin, on ne s'en sort pas. Alors, et puis, alors on avait également parlé des films où il y a les enfants, zéro de conduite, tout ça, donc il savait que j'étais pas totalement innocent par rapport au cinéma avec les enfants. Mais comme je travaillais, à ce moment-là, je travaillais dans un bureau, et je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas venir demain matin, et vous me donnez 24 heures pour que je tombe malade, et après demain matin, je suis là, effectivement. Il y en a qui vont plus vite j'ai eu la pour tomber fièvre, malade. et donc mon chef de service me disait, allez vous coucher. Hypocritement, je disais, non, ça ira très bien. Et quand ils m'ont pas vu, alors c'était une époque formidable pour ça, c'est qu'on pouvait manquer des semaines entières dans une entreprise sans que ça inquiète qui que ce soit. Et donc j'étais dans la cour d'école, tout ça, avec les enfants. Je faisais des jeux de mime, tout ça, ce qui permettait au preneur de son de faire ce qu'il voulait. Et à la fin du film, Truffaut m'a dit, écoutez, je suis très content de ce qui s'est passé. Et puisque vous voulez faire du cinéma, je vous garde comme assistant pour les prochains films. Voilà. Et vous avez continué. Ce qui prouve que les contes de fées, ça existe. Oui, oui. Alors, une autre manière de travailler avec les images mouvantes, c'est la télévision qui arrive un peu plus tard, et justement la rencontre avec Pierre Dumaillet. Pierre Dumaillet, à qui vous adressez, enfin on va quand même le dire pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, à qui vous adressez une lettre dans Par instant la vie n'est pas sûre. C'est une forme donc d'adresse. Vous dites tu. Vous vous adressez à lui, ce n'est pas un livre que vous lui dédiez, c'est vraiment... Oui, je ne parle pas de lui, je parle à lui. Oui. Je lui parle. Et il a été quelqu'un d'extrêmement important. Je crois que c'est la personne la plus cultivée qui m'a été donnée de rencontrer. Et j'avais fait 2-3 documentaires pour lui avec un journaliste. Et puis, il faisait à cette époque, il avait commencé une série qui s'appelle Lire, c'est vivre. Et dont le principe était de donner à lire le même livre à 5-6 personnes différentes, mais qui pouvaient avoir à faire ou à voir avec le contenu du livre, soit professionnellement, soit sentimentalement. Voilà. Et les gens soulignaient les phrases qui les amusaient, ou qui les émouvaient, ou qui les heurtaient, peut-être. Voilà. Et puis ensuite, Pierre Dumaillet prenait les livres et leur disait, vous avez souligné tel mot, telle phrase, pourquoi? Et on avançait comme ça dans la lecture du livre. Et jamais il rentrait en débat avec les personnes, il les écoutait. Et les gens pensaient des choses différentes. Et il disait que la bonne lecture, c'est ça. C'est l'addition de toutes ces lectures. Voilà. Et donc, il me dit, il faudrait que tu me conseilles un livre. Alors moi, j'ai failli tomber de ma chaise. Conseiller un livre à Dumaillet qui avait fait Lecture pour tous, etc. Bon. Alors il me dit, il faudrait que tu me conseilles un livre juif. Voilà.
Alors donc je passe, finalement je lui ai conseillé les récits racidiques de Martin Buber. Il a eu un coup de foudre pour Martin Buber, pour le racidisme. Et puis, après coup, il a dit on ne va pas s'arrêter là, on va faire un film sur le Talmud. Alors, le Talmud, je lui dis un film sur le Talmud, je dis je vais me renseigner, mais ça me paraît difficile. Et donc, j'ai vu un grand rabbin, Léon Ashkenazi, à qui j'ai expliqué le principe de l'émission. Et il m'a dit est-ce que vous savez que le principe de cette émission est un principe talmudique? Et parce qu'effectivement, il y a toutes les annotations successives selon les générations qui n'annulent jamais les interprétations précédentes et on avance comme ça. Là, je me suis empressé de dire ça à Dumayet et il a dit et finalement on a fait un film sur une phrase talmudique, une phrase de 4 lignes et qui a tenu, c'est une émission qui faisait 1h15. Voilà. On pouvait à l'époque, à 9h du soir, faire un film pendant plus d'une heure sur une phrase talmudique. Une phrase. Oui, d'ailleurs, j'ai lu le livre de Pierre Dumayet, Autobiographie d'un lecteur, et il dit à un moment donné, et je voulais vous rappeler cette phrase, il dit qu'à l'époque, à la télévision, il n'y avait pas le souci de savoir des tranches d'âge, que c'était de 7 à 77 ans, il n'y avait pas de différence, parce que, dit-il, les téléspectateurs n'étaient pas considérés comme des clients, mais comme des lecteurs. Ils étaient plutôt considérés comme des lecteurs. Et Dumayet dit des lecteurs d'un genre nouveau, des lecteurs de visage. Oui. Et je trouve ça très, très, très beau parce que... Oui. Alors, pour Lecture pour tous, par exemple, c'est la première fois que les Français voyaient des images d'écrivains parlant et ils n'en revenaient pas. Parce que pour la majorité, à cette époque, un écrivain, c'était forcément quelqu'un de mort. Voilà. Oublions qu'il y avait tous les ans des livres nouveaux, mais il y avait ça. Et à l'époque, il voyait Colette à l'écran, il voyait Sandra à l'écran, et c'était formidable. Mais quand vous avez pensé à cette forme du livre, qui est la forme d'une lettre, d'une adresse, c'est quelque chose que vous aviez déjà, d'une certaine manière, mis en chantier avec Berg et Beck, puisque par moment, dans le roman, Berg et Beck... Il y a des lettres. Voilà, il y a des lettres. Il y a ces deux camarades d'école, dont l'un est mort parce que, précisément, il n'a pas pu échapper à la rafle du Veldiv. Et donc, le survivant lui envoie des lettres et il lui dit d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu ne répondras pas que l'histoire va devoir se passer de toi. Voilà, oui, que j'ai remis pour, effectivement. Alors, Beck, c'est quelqu'un qui habitait la butte aux Cailles. C'est un personnage réel dont les parents étaient épiciers à 200 mètres de chez moi. Mon père avait été leur dire aussitôt cachez-vous, sauf que c'est une famille nombreuse, ils ne savaient pas où se cacher, et ils ont été déportés. Alors, petite parenthèse, il y a quelqu'un qui habite maintenant cet immeuble et qui a appris, il y a 2 ans, que là, la famille Beck habitait, il y a eu des petites affiches partout, et il y avait des enfants ici habitaient un tel, 10 ans, 11 ans, ou 1 an, et qui a été déporté. Il a appris que dans son... Il a commencé à faire une enquête. Et puis, en faisant l'enquête, il est tombé sur moi, et je lui ai raconté un peu. Et finalement, ça fait presque 2 ans qu'il travaille là-dessus, et il a obtenu et des copropriétaires et de la mairie de Paris, grâce à ses livres également, qu'on mette une plaque sur la porte. Voilà, donc l'histoire ne va pas se passer de lui.
Et il va y avoir donc à la rentrée une cérémonie officielle parrainée par la mairie de Paris avec une plaque parlant de Henri Beck. Voilà, donc enfin, je suis content qu'il y ait ça. Et oui, et en vous écoutant, parce que je ne connaissais pas ce que vous venez de dire, je repense aussi, enfin, ça me fait penser à ce que l'on dit des récits racidiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'un récit soit agissant. Oui. Et qu'il soit action en même temps. Donc c'est ce que vous avez. Oui, et un secours pour soi-même, pour celui qui le raconte, c'est le fameux récit. Oui. Vous savez, donc on peut dire que votre livre a été comme un conte agissant. Agissant, oui. Pour les autres, j'espère. Pour moi, oui, bien évidemment. Et cette histoire que je raconte là, je le raconte dans Vienne avant la nuit, j'ai déjà raconté dans un autre livre, et Dumayet le raconte dans Autobiographie d'un lecteur, et il l'a également lu dans un des films qu'on a fait ensemble. Voilà, je crois une histoire, c'est ça. C'est de raconter une histoire, puisque l'histoire, il y a certains beaucoup qui la connaissent, c'est qu'on a demandé à un rabbin dont le grand-père avait connu le Baal Shem Tov, fondateur du racitisme, de raconter comment le rabbin priait. Et le grand-père était paralysé. Et le grand-père commence à raconter l'histoire, il s'est levé, et il a montré comment le rabbin chantait et dansait. Et à partir de ce jour-là, il a été guéri. Et voilà, donc c'est une histoire qui a été un secours pour ce grand-père également. Alors, je n'ose pas regarder ma montre, mais il y a encore tellement de choses que j'aimerais évoquer avec vous. Alors, on va essayer, moi, d'être brève dans mes questions. Et je n'ose pas vous demander, parce qu'on a du plaisir justement à vous écouter raconter. Mais une rencontre que je voulais évoquer, même peut-être de manière plus brève, c'est la rencontre avec Pérec. Là, derrière vous, on voit une photo que vous avez prise de lui à Ellis Island. Donc, je sais que vous vous êtes rencontrés un peu avant que le projet, évidemment, d'Ellis Island se réalise. Mais ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qu'a signifié pour vous et pour lui ce voyage à New York, ce projet d'Ellis Island que vous avez proposé d'ailleurs à Pérec? Il faut que je revienne un petit peu en arrière. J'avais lu W ou Le sourire d'enfance au moment où je préparais ce film en Pologne. Donc c'était en juin 1975. Le film en Pologne étant réfugié. Et provenant d'Allemagne, à partir de Pologne. Voilà. Et puis on avait des amis communs et bon, on s'est retrouvés ensemble à un dîner et je lui parle de mon projet. Et alors il a ouvert les yeux, il dit c'est formidable. Et alors je lui dis je vais faire le film et puis quand le film sera fait, je te le montrerai. Voilà. Et pour ce film, j'avais emmené avec moi des livres qui m'avaient nourri. Dans le film, on voit comme ça un travelling sur tous les livres qui ont été importants pour moi, et dont W. Et quand il a vu le film, il a été bouleversé. Et il m'a dit, je t'appelle demain. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, par des moyens différents, on cherche la même chose. Il faut qu'un jour on fasse un film ensemble. Voilà. Et entre-temps, il dit, je sais pas lequel, on verra bien. Entre-temps, je lui ai montré des films de moi qu'il ne connaissait pas. Moi, j'ai lu des livres de lui que je n'avais pas encore lus. Et puis, j'ai appris que Ellis Island, c'est cette île qui a vu venir près de 20 millions d'immigrants, venait de s'ouvrir. Et je savais qu'il y avait une histoire dans ma famille, comme ça. J'ai demandé à ma mère, elle me dit, oui, mon grand-père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, avait tenté l'aventure
au début du XXe siècle. Il s'est fait refouler pour le trachome. Il était refoulé. Comme on lui avait coupé la barbe, comme il était pieux, il a eu honte de revenir dans sa famille en ayant dépensé l'argent du billet et sans barbe. Et s'est arrêté à Vienne le temps que sa barbe repousse. Donc, je raconte ça à Pérec. Et il me dit, c'est intéressant. Il dit, écoute, donne-moi 48 heures, je vais voir comment je peux rentrer dans cette histoire. Il n'a pas attendu 48 le lendemain, il dit, on y va. Et on a fait ce film. Voilà. Et pour des raisons à la fois semblables et différentes. Oui, et justement, si on peut essayer de comprendre les raisons qui sont semblables et différentes, et aussi l'approche, l'expérience vécue, d'après ce que dit Pérec, de manière différente par les deux. Parce que peut-être pour les deux, c'était une manière de faire une hypothèse de vie. Une hypothèse de vie, la possibilité qui n'est pas arrivée, mais d'une vie qui aurait été autre. Oui. De toute façon, s'il a voulu faire ce film avec moi, c'est parce qu'il avait besoin de parler de son rapport à la judéité. Il ne trouvait pas l'occasion, au point que plusieurs de ses amis ne savaient même pas qu'il était juif. Il y en a même qui, à cause de Pérec, pensaient qu'il était breton. Bon. Alors que mon père, quand il lisait le nom de Pérec, il disait toujours Peretz, parce que le C se prononce C, le C, oui. et non pas K. Voilà, donc, ouais. Il m'a demandé d'écrire quelque chose me concernant, à partir qu'il a écrit quelque chose. Et quand il parle de lui, il dit, alors je vais citer de mémoire, il dit, quelque part je suis étranger à quelque chose de moi-même, quelque part je suis différent, non pas différent des autres, mais différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent, quelque chose qui était à eux, leur espoir, leur culture, leur langue, n'a pas été transmis. Oui, il dit... Oui, pardon. Je vais ajouter une chose, parmi les lettres que j'ai reçues à la suite du livre, il y a une dame que je ne connais pas, qui m'a envoyé une traduction de tout le texte de Pérec en yiddish. Tout le texte de Ellis Eyland, parce qu'il y a eu le film. Je ne suis pas capable de dire si le texte est bien traduit ou pas, mais ça c'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'acte de traduction dans la langue que les parents de Pérec n'ont pas pu lui transmettre. Alors, j'avais noté la même phrase que vous venez de dire de mémoire. C'est Pérec qui dit « Je ne sais pas précisément ce que veut dire être juif pour moi, se sentir différent, mais pas des autres, différent des siens. » Alors que pour vous aller à Ellis Eyland, c'était aller à la recherche de traces, et de traces justement de ce destin qui aurait pu être autre. Oui, mais moi je m'inscrivais dans une continuité, et ce qui n'était pas son cas, mais il était, bon, on sait que tout le monde dit, il y a 1000 manières d'être juif. Lui, il était juif par absence, et c'est cette absence qui le faisait juif. Alors, je regarde cette fois-ci ma montre, et peut-être qu'il est temps, justement, de regarder la photo que j'ai laissée pour la fin de votre arrière-grand-père, Wolf Leib Frankel. Voilà, c'est lui. Qui était d'ailleurs photo qui apparaissait dans votre premier film. Non, je l'ai montré. Ce n'est pas celle-ci. Je l'ai montré ici pour la première fois en 2008. Et il était ferblantier. J'ai encore chez moi 2 bougeoirs faits de ses mains. Et il y a une photo, on me voit
lisant un texte avec les deux bougeoirs et la photo de mon arrière-grand-père. C'est la première fois que je parlais de lui. Depuis, il y a eu Vienne avant la nuit, précisément. Oui, oui. Donc, l'arrière-grand-père qui a tenté d'émigrer aux États-Unis, mais qui a été refoulé à cause d'un trachome, puisque à Ellis Island, comme le dit Pérec, des fonctionnaires baptisaient à tour de bras des Américains. C'est quoi? À l'appel. Oui, c'est ça, à l'appel. Des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à l'appel. Voilà, mais pas votre arrière-grand-père. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est celle du rôle de la photographie à la fois dans votre œuvre de cinéaste et dans votre œuvre d'écrivain, puisque au centre de Ellis Island, il y a cette interrogation des photos. Dans Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise, également, vous partez avec des photos à la main que vous montrez. Et puis, en remontant la rue Villain en 92, c'est encore une histoire de photos. Et Vienne la nuit, vous venez de le dire. Donc, voilà, quel est votre rapport aux images dont vous entourez à la fois dans votre bureau, que j'ai pu voir, visiter, et à la fois dans vos livres? Pour moi, la photo, ça a été extrêmement important. D'ailleurs, j'ai été attiré par la photographie avant même d'être attiré par le cinéma. Je me souviens, quand j'étais adolescent, pour moi, les photographies, c'était des photographies des gens que je connaissais. On se photographiait en vacances, en cahier de vacances, ou les photos de mariage, etc. Voilà. Et un jour, j'ai été frappé d'aimer une photographie qui montrait des gens que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, il y a quelque chose là. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à la photographie, à regarder les photographies. Alors, depuis, j'ai lu beaucoup de choses. Et ce qui est important, entre autres, parce qu'on pourrait faire toute une soirée sur la photographie, c'est que, on dit que la photo arrête le temps, mais le temps continue à courir. Rien n'arrête le temps. Mais une photo, c'est le souvenir d'un moment de ce temps. Et alors c'est pour des photos personnelles. Et c'est ce qui est bouleversant. C'est pour que dans tous mes livres, dans deux livres avant, il y a un personnage dont les parents ont été déportés, qui passe devant une maison où il y a eu un incendie, et elle dit, j'espère qu'ils ont réussi à sauver leur album photo. Voilà, c'est dire à quel point la photographie, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi aussi j'en montre beaucoup dans ce livre. Mais vous travaillez entouré de ces photos, de ces images. Ah, enfin, oui. Il y en a tellement chez vous dans votre bureau que je n'arrive même pas. Enfin, il y a celle de l'arrière-grand-père. Et puis en face, je dirais presque en face, en haut de la bibliothèque, il y a Daniel Darieux, qui a été sans doute l'une des raisons pour lesquelles vous avez voulu faire du cinéma. Sûrement, oui. Mais j'ai l'impression que plus que un support visuel, visible pour l'écriture, j'avais l'impression que c'était plutôt des présences. Oui, bien sûr, oui. Une présence. Alors, moi, je crois beaucoup plus à la photo qu'on tient dans les mains. C'est un objet. C'est un objet qu'on peut avoir avec soi, qu'on peut glisser dans un livre, qu'on accroche au mur, qu'on peut avoir dans son portefeuille. C'est pas une projection. Et voilà. C'est un objet précieux. On aime bien regarder les photos. On aime bien se les passer. Voilà. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Barthes, Susan Sontag, d'autres gens, John Berger, ont écrit sur et je ne sais plus qui, c'est
a dit que la photographie est toujours l'expression d'une absence. Voilà, c'est en ça que c'est important. À part ça, il y a des bonnes photos et des photos qui sont moins bonnes. Oui, mais est-ce qu'on peut lire une photo comme on lit un livre? Ah, je crois. Enfin, là, et dans un autre livre, j'ai fait un exercice qui est une manière de dire prenez votre temps pour regarder la photo, décrivez tout ce qu'il y a dedans. Et on s'aperçoit que finalement, une photo vite regardée n'a pas été regardée. Et elle apprend énormément. Et d'ailleurs, c'est un travail sur lequel c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Et est-ce que c'est justement par la comment dire, que ce passage qui après est devenu chez vous non pas un passage à sens unique, mais une alternance entre les images du cinéma, le cinéma avec des photos à l'intérieur et l'écriture. Vous avez essentiellement tourné, oui, exclusivement même des films qu'on appelle documentaires, oui. Mais je me posais la question de ce qu'il y a de romanesque dans le documentaire et de même qu'il y a du documentaire dans les livres que vous écrivez. Mais j'ai l'impression que dans le documentaire, c'est votre manière à vous de faire des documentaires appelle quelque chose qui est de l'ordre du récit et de... Oui. On peut appeler ça plutôt des récits. Mais bon, à l'intérieur du mot documentaire, il y a les dossiers, il y a les reportages, et moi, ce sont plutôt des récits. C'est quelque chose qu'on raconte. Et moi, si je suis rentré à la télévision, c'était précisément pour faire des documentaires, croyant que je ferais de temps en temps une fiction. Mais bon, ça c'est trop compliqué à raconter maintenant. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce rapport à l'autre. C'était de filmer, de ne pas savoir toujours ce qu'on va trouver, ne pas filmer ce qu'on a prévu, mais ce que l'imprévu peut nous amener. Et ça, c'est formidable, ce que la fiction ne peut pas nous amener. D'ailleurs, vous dites à ce propos, on ne sait pas tout, on ne doit pas tout savoir, surtout pour le film documentaire. On ne doit pas tout savoir du sujet et de la façon dont on va le déployer. La recherche est capitale, parfois plus passionnante que le résultat même. Donc il y a le fait que, enfin, c'est par exemple, d'où la difficulté, j'ouvre une parenthèse, de présenter un projet pour un synopsis pour un documentaire, alors que, alors que tout est recherche. On ne sait pas le hasard. Non, mais, il faut écrire des choses pour savoir ce qu'on va faire, sachant qu'on ne va pas forcément les respecter, parce qu'on ne sait pas qui on va trouver. Et il y a des surprises. Moi, quand j'ai tourné en Pologne, je ne savais pas que j'allais trouver Madame Kamer. Je l'ai trouvée sur place. Ou du moins, on me l'a trouvée, puisque je prépare. Voilà, c'est tout ce qui est. C'est l'inattendu, vraiment, qui est important. Et comme je suis très soucieux des rencontres avec les gens, ce sont des nouvelles rencontres. Si je fais un film, si à la fin du film, je n'ai rien appris de plus que ce que je savais au début, c'est que le film est raté. Alors, encore une question, mais on aura l'occasion d'en poser tout à l'heure. La parole sera à vous. Encore une question, si vous deviez aujourd'hui tourner un film, un documentaire, qu'est-ce que vous choisiriez comme sujet? Qu'est-ce que vous avez en tête qui pourrait être l'objet d'un film de vous? Faire un documentaire, c'est plus fatigant que de faire une fiction, parce qu'une fiction peut se faire que dans une pièce. Un documentaire, non. Et je crois que je suis un peu trop fatigué maintenant, à l'âge que j'ai, pour faire des documentaires. Mais comme je ne peux pas rester sans rien faire, je continue d'écrire. Bien, merci beaucoup. Merci Robert Baubert. Donc on attend la suite.
Par instant, la vie n'est pas sûre. Ah. Et j'ai oublié de mentionner les 2 prix que vous venez de recevoir tout récemment pour ce livre, le prix Jean d'Ormesson et le prix François Billedou. Donc, félicitations. Merci. Et à bientôt. Merci.